On va entamer la dernière table ronde de cette première journée de recombinaison. Donc je me présente tout d'abord, Laurence Sisnard, je suis responsable du musée de l'Institut Pasteur et je vais vous présenter donc les deux intervenants de cette table ronde donc, autour de la figure historique du savant héros et du savant fou. La littérature et le cinéma de science-fiction jusqu'au XXe siècle sont peuplés de scientifiques qui, par orgueil, cupidité ou stupidité, déclenchent l'apocalypse. Heureusement, il y a presque toujours celui, plus rarement celle, qui va sauver la situation. Cela pouvait sembler normal dans la mesure où un bon récit a besoin de personnages tranchés. Ce qui peut sembler plus étrange, c'est que l'histoire officielle des sciences est elle aussi faite de savants héros. Louis Pasteur en est un, ou fous, la plupart du temps des hommes, à l'exception de Marie Curie. Cela semble avoir évolué, mais cela laisse entière la question de savoir comment se construisent les représentations des chercheuses et chercheurs entre reconnaissance et mise à distance, et quelle influence elles ont sur nos imaginaires. Alors, pour évoquer et discuter de ces questions, pour échanger sur ces imaginaires scientifiques, ces représentations entre science et science-fiction, nous allons échanger avec Fleur Hopkins-Lauferrand, donc chercheuse post-doctorante au CNRS dans l'unité mixte de recherche Talim. Vous êtes historienne des arts, spécialiste des imaginaires scientifiques. Vous êtes également journaliste culturelle pour les Cahiers de la BD et la 7e Obsession. Et vous avez en ce moment une belle actualité littéraire. Vous venez de publier récemment Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique, 1909-1931, aux éditions Champ-Vallon. Et vous venez tout juste d'obtenir le Grand Prix Jules Verne 2024, qui vous sera remis au mois de juin par l'Académie de Bretagne et des Pays de Loire. Félicitations. Et vous avez également publié tout récemment Mercredi Adams, icône gothique aux impressions nouvelles. Et prochainement, vous publierez Fakir, de l'homme de douleur au gourou, aux presses universitaires de France, un ouvrage qui explore la fascination pour l'érotisme et le dolorisme chez les spectacles de Fakir dans les années 30. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et Julien Vaquez, vous êtes également chercheur postdoctorant, affilié au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, le LESC, à Nanterre, et à l'Institut d'histoire du temps présent, l'IHTP, à Paris 8. Vos recherches portent, vous êtes donc sociologue de formation, et vos recherches portent sur les usages scientifiques de la science-fiction, l'écriture spéculative et la futurologie à travers l'histoire des 20e et 21e siècles. Donc Fleur, c'est plus première moitié du 20e et Julien, deuxième moitié du 20e. Et depuis 2014, vous êtes le rédacteur en chef de la revue numérique Angle Mort, qui vient de se transformer en une collection, ce que vous me disiez tout à l'heure, aux éditions L'Œil d'Or, qui explore les frontières entre science et littérature, réalité et fiction, possible et impossible. Et vous publiez prochainement, à l'automne 2024, Multiversalité, et avec un deuxième titre déjà en construction pour 2025, Géocroisement, la planète et le temps profond entre sciences naturelles, sciences sociales et science-fiction. Alors, pour débuter cet échange et planter le décor, j'avais envie peut-être de commencer à vous questionner sur l'identification en fait de figures scientifiques historiques associées en fait aux savants fous et aux savants héros. Nous donner un petit peu des exemples pour savoir de qui on parle. Et on peut commencer peut-être par vous, Fleur, et peut-être vous pourriez nous parler de Louis Pasteur et des imaginaires ou des non-imaginaires qu'il a provoqués. Bien sûr. Alors, effectivement, moi, mon champ de spécialité, c'est le 20e, donc c'est vraiment du 20e que je vais parler. Et effectivement, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, Louis Pasteur
Il irrigue très peu les imaginaires littéraires et médiatiques du XXe siècle. Quand je dis ça, évidemment, je ne parle pas de ces théories microbiennes qui, elles, innervent complètement tout un tas d'imaginaires autour de guerres microbiennes, autour du virus de l'amour, de la folie, de la présence dans la 4e dimension de microbes. Donc ça, les microbes, on en a absolument partout dans la littérature de science-fiction, on va l'appeler comme ça, au XXe siècle. Mais Louis Pasteur, en tant qu'individu, en tant que chercheur, en tant que lutteur de microbes, il a ce surnom-là notamment dans les imaginaires, on le rencontre en définitive très peu. On va parfois le nommer un peu comme une figure spectrale. Ah oui, Pasteur, il avait parlé de ça. Ça apparaît au détour d'un échange entre, par exemple, des protagonistes qui luttent contre un microbe qu'ils ne connaissent pas. Mais en fin de compte, Pasteur n'apparaît pas dans les fictions et il n'apparaît pas non plus en tant que parangon de savants fous ou alors de savants bénéfiques. On le retrouve simplement chez Albert Robida. Vous vous rappelez peut-être l'avoir croisé dans le XXe siècle. On a un avatar de Louis Pasteur, c'est Philox loris, qui va combattre un virus en fait qui frappe ses concitoyens et il arrive à les guérir grâce à une pilule miracle et on lui donne pour le récompenser une médaille où on voit Philox loris qui combat l'hydre de Lerne et vous avez peut-être vu au musée d'Orsay, il y a une médaille qui est exactement comme ça, adressée à Pasteur, où Pasteur est une espèce de figure d'Hercule qui combat l'hydre de Lerne. Donc c'est peut-être le seul rapprochement qu'on peut faire dans les imaginaires qui nous fait dire que oui, Louis Pasteur est une figure de bon savant, de sauveur avec un S majuscule, mais en fin de compte, les savants qu'on va retrouver vraiment dans les imaginaires du XXe, eh bien, c'est vraiment d'autres figures. De la même manière, c'est très peu le couple Curie. Ils vont très peu intervenir dans ces fictions. Ils vont simplement être cités au travers de leur découverte du radium. Le radium, on en voit partout pour sa capacité à parler de la radioactivité, de la luminescence et aussi de ses différentes propriétés. Et c'est plutôt des figures comme Camille Flammarion, qui est à la fois astronome et spirit. Lui, on va le retrouver vraiment mobilisé dans tout un tas de textes, et il aura plutôt ce côté du doux rêveur, puisqu'on sait que Camille Flammarion, il disait souvent, pour écrire mes romans, comme L'Humaine, etc., je me plonge en transe, je regarde les étoiles. Donc il a vraiment ce côté astronome pur et dur, vulgarisateur, et ce côté un peu délirant, un peu poète astronome, en fait, poète cosmique, en quelque sorte. Et c'est d'autres figures un peu plus sombres et ténébreuses, de fait, qu'on retrouve. Ce sont des gens comme Alexis Carrel et Serge Voronoff. Serge Voronoff, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le googler. C'est un drôle de bonhomme qui était persuadé qu'il pouvait vous offrir en fait la cure de jouvence en vous greffant des testicules ou alors un scrotum de singe. Et il faisait des photos avant-après en montrant qu'avant vous étiez très triste, mais quand vous recevez sa greffe testiculaire, vous allez beaucoup mieux. Et ça, Alexis Carrel, Serge Voronoff, on les a à toutes les sauces dans les romans. Et pensez par exemple à un roman comme Les Mains d'Orlac de Maurice Renard, publié en 1920. On a le savant Serral, donc évidemment c'est Carrel qu'on cite, qui va greffer des mains à un pianiste qui a eu ses mains sectionnées. Donc en fin de compte, on se rend compte que Pasteur, Curie, on n'en veut pas. Ils sont cités de temps en temps dans ces romans, mais ce sont plutôt des figures de chirurgiens, en fin de compte, et d'astronomes qui vont vraiment fasciner en fait les auteurs-écrivains de cette époque-là, parce qu'il y a vraiment chez ces figures une potentialité de démesure, de dépassement du vivant, de réflexion sur un au-delà, du potentiel, alors qu'effectivement, Pasteur et Curie n'innervent pas avec la même puissance évocatrice, en tout cas. Ils font pas rêver. Et Julien, alors, parce que vous aviez parlé d'astrophysique, d'astronomie, c'est un univers qui est davantage le vôtre. Quelles sont les personnalités, les personnages que vous... Alors moi, dans le corpus sur lequel je travaille, c'est plutôt le corpus anglophone, et plus à partir des années 40-50, on va dire. Et puis moi, effectivement, plus dans des disciplines comme l'astrophysique. Mais il n'y a pas vraiment d'usage de figures de cette manière-là, je dirais. Alors, il y a sans doute quelques personnages qui peuvent revenir ici ou là, comme Werner von Braun, par exemple, qui va être une source d'inspiration pour des personnages qui vont développer des programmes spatiaux. Mais c'est surtout un usage assez différent des scientifiques historiques. Ça va être plutôt de la citation, donc ça va être plutôt dans un futur assez lointain, on va imaginer que telle structure imaginée par exemple Freeman Dyson, le mathématicien américain,
a été construite, et donc on va citer directement le travail de Dyson et on va entrer en dialogue avec lui. Donc c'est pas vraiment une volonté de faire une figure de savant fou, par exemple, qui serait un peu plus archétypale. On est plus dans un dialogue avec la science un peu différent, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de figures qu'on pourrait reprendre comme ça. Mais c'est aussi lié à l'époque, je pense, parce que le rapport qu'on a aussi aux scientifiques est différent entre le début du XXe et la fin du XXe, quoi. Et justement, est-ce que vous pourriez aller plus loin sur ce rapport à la science, sur cette évolution ? Ouais. Je pense que... c'est lié à plusieurs choses déjà. C'est lié à l'évolution du travail scientifique en lui-même, qui est quand même beaucoup plus collectif, on va dire, que par le passé. Et c'est aussi un regard qu'on peut avoir sur cette science, cette manière de la représenter. Je pense qu'à partir du deuxième XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, on va essayer de représenter de manière plus réaliste la science, de représenter plus de collectifs scientifiques. Donc voilà, donc je pense qu'il y a ça qui est quand même un facteur assez important. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le XXe, cette mise en avant en fait de grandes figures de savants, c'est aussi très lié au fait qu'on est à une époque de mass média. On peut déjà parler à cette époque de ça. On a des magazines encyclopédiques et on a souvent des entretiens avec les savants. Donc il y a aussi une forme de starification avant l'heure où ces figures, elles résument à elles seules des travaux vertigineux sur un horizon potentiel de la science. Et en fait, ça s'agrège autour de ces figures qui deviennent de manière métonymique en fait le résumé de ces découvertes qu'on espère dans la société. Et en t'écoutant, effectivement, je pensais à un autre aspect qu'on a discuté ensemble, j'espère ne pas trop empiéter sur de potentielles questions. Les personnalités que je vous ai citées aussi, elles s'inscrivent à une époque qui est celle donc du début XXe siècle, où la frontière entre science et pseudo-science n'existe pas. Elle est vraiment un vase communicant où on passe sans cesse de l'un à l'autre. Il faut bien se rappeler qu'en 1895, on a deux découvertes et élaborations qui vraiment changent en fait le scope sur le visible et l'invisible. On a d'une part les rayons X qui nous permettent de voir à travers les corps opaques, et on a d'autre part l'élaboration de la cinématographie qui existait déjà sous des formes antérieures comme la lanterne magique, etc. Mais on a d'un côté la possibilité de voir à l'intérieur des corps et de l'autre la possibilité de rejouer des images du temps passé. Et donc ça vraiment, ça va créer une volonté en fait de voir de manière panoptique, de voir l'invisible, et donc ça va créer aussi un intérêt très fort pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les parasciences, les pseudosciences, et ça explique aussi que parmi ces savants que je vous ai cités, on trouve aussi des figures inattendues comme Baraduc, comme Darget, comme Reichenbach, voilà des pseudo-savants, des faux savants pour certains, des marchands de doute qui n'étaient pas véritablement scientifiques et qui spéculaient sur les rayons N, qui spéculaient sur le fluide odique, sur la lecture des pensées. Et c'est aussi intéressant en fait de se rendre compte que quelque part ce statut de savant, de scientifique, il n'est pas forcément lié au diplôme de l'individu au XXe siècle, il est surtout lié à son objet de recherche en fin de compte. Et donc on voit que certaines figures, voilà, assez problématiques en fin de compte dans ce qu'elles déclament, elles deviennent pour autant centrales dans des discours scientifiques. Je pense par exemple tout simplement au mouvement théosophique, à ces différents représentants qui parlaient par exemple des émanations astrales, enfin de la lecture des auras, etc. Il y avait des discours très sérieux autour de tout cela. Donc il y a vraiment un flou généralisé qui fait que le savant, ce n'est pas forcément la science positiviste, ça peut aussi être les recoins scientifiques, mais parce qu'encore une fois, ça répond à un besoin du public de cette époque-là, celui de se dire peut-être que la science, les connaissances scientifiques vont nous amener au-delà de ce que l'on sait actuellement. La science ne sont que des découvertes en fait en cascade. Donc ça crée une contamination, je dirais, parmi ces figures de savants. Et si je peux réagir là-dessus, ça me fait penser que c'est vrai que la science-fiction a tendance à se situer dans un espace assez particulier qui est justement la frontière entre ce qui est scientifique et ce qui est non scientifique. Et elle a souvent tendance elle se plaît beaucoup à imaginer que quelque chose qui est inatteignable est déjà atteint, par exemple. Et donc je pense que c'est aussi ça qui peut expliquer l'intérêt pour les marges, en fait, de la science et aussi les personnages
qui peuvent parfois être des figures centrales de l'histoire des sciences, mais aussi des figures marginales, on va dire. Donc des savants fous, des gens un peu, dans un certain extrême, quoi. Mais c'est vrai que vous citiez Camille Flammarion, et pour moi, je trouvais ça étonnant, parce que donc au-delà de l'astronome et de l'astronomie populaire, en fait, il était aussi connu pour appeler les esprits et faire tourner les tables. Et ça m'étonnait, en fait, que ce soit le personnage, en fait, retenu. Enfin, voilà. Si, mais je pense que c'est au-delà même de sa pratique des tables tournantes. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la réincarnation par la métempsychose, le fait que, en théorie, quand vous décédez, vous vous réincarnez sur des planètes supérieures. Si vous vous comportez suffisamment bien, vous continuez. C'est tout à fait dans l'héritage de Charles Fourier. Il n'a rien inventé, Camille Flammarion. Et de fait, il tient vraiment tout un discours sur l'au-delà, sur la vie d'après, sur la réincarnation. Et ça parle aussi, en fait, aussi à un public qui est en perte de sens par rapport aux religieux. Donc c'est bien au-delà des tables tournantes, et Camille Flammarion écrit beaucoup sur ce qu'il appelle tout simplement les sciences des forces inconnues. Il écrira sur la maison hantée, sur la psychognésie, la rétrocognition. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui va fureter, en fait, dans tous les recoins de ce qui se fait en science à l'époque, et donc on l'utilise aussi comme une figure, je dirais, de passeur, de vulgarisateur, et peut-être quelqu'un qui comprend mieux les sciences que ses contemporains. Mais effectivement, c'était aussi un charlatan. Enfin, il avait ce côté un peu charlatan, et puis ce côté poétique, en fin de compte. Ouais, tu me fais penser aussi dans le contexte américain, l'un des grands héros de l'histoire de la science-fiction américaine, c'est l'éditeur John W. Campbell, qui était l'éditeur de la revue Astounding Science Fiction, qui a publié Isaac Asimov, Van Vogt et tout ça dans les années 40-50. Et c'est aussi le co-auteur de la Dianétique. John W. Campbell, lui, se présentait comme quelqu'un qui avait une mission à accomplir et qui devait accomplir cette mission à travers la science-fiction, parce qu'il ne pouvait pas l'accomplir lui-même à travers la science, parce qu'il avait échoué ses études, il avait des problèmes avec ses professeurs à l'université, et justement, il s'intéressait en fait à donc permettre à la science d'atteindre quelque chose qui n'était pas atteint, c'est-à-dire le contrôle du corps humain par l'esprit, donc à travers cette méthode qu'il avait inventée avec Ron Hubbard, donc à cette époque-là, la dianétique, quoi, qui est devenue par la suite la scientologie, quoi. Mais du coup, il y a ce lien-là qui est avec les marges de la science, avec les frontières qui se déplacent de qu'est-ce qu'on considère comme étant scientifique et non scientifique. Et alors, est-ce que ces figures de savants fous et de savants héros sont aussi là pour critiquer la science? Et si oui, comment? Alors c'est une question complexe. Je ne pense pas que ce soit un rapport critique, c'est plutôt un rapport exploratoire. En tout cas, quand les savants interviennent dans la diégèse, c'est plutôt des figures effectivement caricaturales et de la démesure, mais qui repoussent les limites du connu. Je vais peut-être prendre des exemples concrets pour qu'on voit un petit peu qui sont ces savants fous, parce que pour la plupart, en tout cas dans mon corpus, ce sont des savants fous, bien qu'ils ne soient pas qualifiés comme tels. On n'utilise pas l'expression savant fou. Alors moi, je ne vais pas du tout aller voir du côté de Victor Frankenstein, parce que c'est hors de mon corpus, mais vous vous doutez bien qu'effectivement, cette figure, avec Marie Shelley en 1818, c'est une figure, alors je dirais pas paradigmatique, parce que bizarrement, les écrivains français dans les années 1920 ne se recommandent pas du tout de cette filiation-là, même si évidemment le roman gothique, tout ça, ça les travaille au corps. Mais on va avoir par exemple, exemple concret, Tornada. Alors le professeur Tornada, il vient d'André Couvreur. Là où ça devient intéressant pour nous, c'est qu'André Couvreur était un médecin. Donc c'est tout de même un auteur qui avait une formation scientifique, qui en est venu à écrire des récits où ça touche très souvent à des expériences de chirurgie curieuses sur le corps. Et ce bon Tornada, par exemple, dans un roman qui s'appelle Une invasion de macrobes, donc c'est quand même en lien avec le lieu où nous sommes, une invasion de macrobes, et bien tout simplement, ce sont des microbes devenus géants. Et donc pourquoi Tornada crée des microbes géants? C'est parce qu'il est complètement en colère. On s'est moqué de lui à l'Académie des sciences, on l'a même renvoyé. Et donc il se dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais envoyer des microbes géants sur Paris, et on a des microbes avec des énormes trompes d'éléphants qui viennent détruire la tour Eiffel. Et puis un autre exemple de savant fou, ça pourrait être le docteur Cornelius, chez Gustave Le Rouge, qui a inventé ce qu'il appelle, l'appellation est très gourmande, c'est ce qu'il appelle la carnoplastie. C'est le modelage des chairs, il peut changer les visages, il peut remodeler les corps, mais comme c'est un méchant, il le fait avec de mauvaises intentions. Et pour vous en citer peut-être un dernier, on a le savant Glo XIII,
chez Jean de La Hire, et lui, il invente ce qu'il appelle un télédyname, donc transporter la force au loin, et il veut en fait s'opposer à un justicier qui s'appelle le nyctalope, et donc il invente cette énorme machine pour contrôler en fait à distance les pensées, la possibilité. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il mêle ses connaissances scientifiques sur la radioactivité à des connaissances beaucoup plus obscures autour de la force spirituelle des fakirs. Il utilise des crânes trépanés dans lesquels il met du radium. Enfin, ça part dans tous les sens. Donc vous voyez très souvent ces figures de savants fous, ils le sont parce qu'on s'est moqué d'eux et donc ils veulent se venger. Et ça passe souvent par une grande invention qui va être vraiment leur chef-d'œuvre scientifique. Et évidemment, elle est finalement détruite à la fin du roman. Ça se passe mal. Le savant est emprisonné. Il est puni. Il est toujours puni par sa démesure. Mais on retrouve cette bonne vieille recette, en fin de compte, d'un antagoniste qui a un hubris démesuré et puis qui est puni soit par un accident, comme si c'était effectivement la nature qui se venge de ses velléités. Mais il y a toujours cette question de punition du savant qui en a trop fait, en fin de compte. Ouais, moi, je voulais prendre un exemple dans ton corpus. En fait, c'est Octave Béliard avec Les Petits Hommes de la Pinède, qui est c'est l'histoire du docteur Doffre, me semble-t-il, qui crée un monde miniature, quoi. Et c'est presque un rêve scientifique parce que ça lui permet, parce que le changement d'échelle, il est double parce que donc il crée une société d'hommes miniatures, donc ils sont beaucoup plus petits, mais aussi le temps qu'ils vivent est accéléré. Donc ça lui permet d'observer l'évolution de l'humanité. Et donc il y a un côté, on peut faire le lien avec l'idée de modélisation dans la science, par exemple, où on rêve un peu toujours d'avoir un modèle qui nous permet d'observer les choses comme ça. Et là, ça se passe quand même assez mal, il me semble, à la fin du récit. Et je pense qu'il y a quand même une tonalité critique dans ce genre de récit, de la critique du démiurge, du scientifique qui se croit Dieu, en fait, et qui finalement crée un massacre, tout simplement. Enfin, je sais pas si... Si, et je vous invite vraiment à le relire. On l'a réédité chez l'Arbre Vengeur, Les Petits Hommes de la Pinède. Il a très bien vieilli. Enfin, c'est vraiment un texte plaisant. Et Octave Béliard, encore c'est un médecin. Donc lui aussi, il a un vrai discours sur ce qu'a le droit de faire ou non, effectivement, la figure du savant. Et alors, ce n'est pas vous le spoiler, vous doutez bien, oui, ça finit mal, oui, le savant, il a outrepassé ses droits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement tout un discours à la fois sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, et aussi sur cet homme qui se prend pour Dieu, en fin de compte, et qui se met effectivement dans une tour à les regarder, eux qui sont dans une pinède et qui effectivement rejouent la civilisation de manière accélérée. Et il y a un autre texte qui serait très intéressant à mettre en dialogue, je pense, c'est Microcosmic World de Theodore Sturgeon, où lui, au contraire, quand il crée sa peuplade miniature, c'est pour accélérer la science, parce que c'est vraiment un savant, je me rappelle malheureusement plus de son nom, il est frustré et il dit, mais moi, à mon échelle de crotte de mouche de savant, jamais je n'arriverai à faire suffisamment de découvertes. Donc je vais créer une petite peuplade qui va vieillir plus rapidement et à qui je vais donner des directives par un ordinateur et leur dire, faites ci, faites ça, et ça va faire avancer la science. Mais là, notre fameux Doffre, le but, c'est pas de faire avancer la science, c'est qu'il était complètement mégalomane. Effectivement, il travaillait déjà sur le nanisme et il a eu envie, effectivement, de faire une expérience civilisationnelle, de se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand je mets une petite peuplade dans une pinède isolée, etc. Donc, mais c'est deux textes, je pense, qui communiquent extrêmement bien ensemble. Et donc, pour revenir à la question sur la critique de la science, effectivement, je pense que cette figure de savant fou, elle est partout en fait. Encore aujourd'hui, on la retrouve vraiment dans tous les médias, dans tout un tas de types de récits. Et du coup, les savants fous peuvent être des super vilains, par exemple. Oui, donc il faut s'interroger effectivement sur le discours qui est porté sur la science à travers ces figures-là. Est-ce que c'est un discours qui est critique ? Est-ce que c'est un discours qui est au contraire héroïque, qui va présenter la science comme quelque chose qui va nous sauver? Alors, pour revenir là sur mon corpus, pour reprendre des classiques, par exemple chez Isaac Asimov, alors là, la science, c'est clairement ce qui va nous sauver, en fait, dans la plupart de ces récits. L'un des plus connus, La Fondation, le scientifique Harry Seldon qui crée la psychohistoire, parce que donc c'est une science qui va lui permettre de prédire l'avenir de l'humanité à l'échelle galactique, et il prédit que l'empire galactique va s'effondrer et qui va être suivi d'une période de chaos. Et donc, pour réduire cette période de chaos, il faut créer une fondation qui va réunir toutes les connaissances de l'humanité. Et donc, on va suivre un peu cette
cette science sauveuse de l'humanité, quoi. Alors, il y a d'autres auteurs, au contraire, où la science, elle est accusée comme étant responsable des catastrophes. Alors, je pense à un écrivain qui est quand même assez ambivalent américain, c'est Michael Crichton, qui est l'auteur de Jurassic Park, de Westworld et tout ça, et qui lui présente toujours la science comme étant dévoyée, soit par le capitalisme, soit par la politique, mais elle a toujours des effets néfastes. Et donc il faut faire attention ici. Il y a une volonté un peu de se faire le... comment c'est l'expression déjà, le whistleblower, lanceur d'alerte, merci. Mais en même temps, ce qui est intéressant chez Michael Crichton, c'est que dans un roman essai plus tardif, intitulé État d'urgence, il a pris des positions clairement climato-sceptiques, où il expliquait que oui, il y avait un réchauffement, mais le problème, c'est que les scientifiques sont influencés politiquement. En fait, le réchauffement est peut-être quelque chose de très bénéfique et tout ça. Enfin bref. Donc il y a quand même des positions politiques qui sont aussi prises sur la science à travers les œuvres, quoi. Oui, c'est complexe, c'est pas forcément binaire et blanc ou noir. Finalement, à travers ces figures, on est beaucoup... on parle du savant héros, du savant fou. Qu'en est-il des figures féminines ? Je vous questionnais tout à l'heure. Alors, vous doutez bien qu'au XXe siècle, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques femmes, bien heureusement, qui sont scientifiques, qui sont plutôt aventurières, en tout cas dans le corpus de la science-fiction ancienne et du merveilleux scientifique. On va avoir des femmes, en fait, qui vont parfois pratiquer la science de manière dilettante, parce qu'elles auront été tout simplement formées par un professeur qui a accepté de leur enseigner des rudiments divers et variés. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines d'entre elles vont réussir, en fait, au dernier moment à sauver la situation. Il y a par exemple un roman de Daniel d'Arthez, dans lequel on a une figure de scientifique qui parvient à arrêter l'implosion du soleil, à le mettre en bouteille quasiment. Enfin, on a parfois des figures de femmes qui sauvent le monde, j'ai envie de dire, qui arrivent in extremis, mais en fin de compte, elles sont relativement absentes. Et c'est en grande partie lié au fait qu'en tout cas, dans les romans populaires du XXe siècle, quand les femmes ont une force d'agentivité, j'ai envie de dire, ce ne sera pas par le truchement de la science, ce sera plutôt par le truchement de la magie, de la force tellurique, d'un retour effectivement plutôt aux forces primitives. On a malheureusement un peu de femmes scientifiques. On aurait pu penser effectivement que la figure de Marie Curie, mais qui déjà à son époque était complètement dans l'ombre de son mari, et malheureusement on a un peu retrouvé ça rejoué aussi lors de son exposition au Panthéon, où on mettait très en avant son journal intime avec sa vie amoureuse avec Pierre. Enfin, c'était très curieux de voir que, encore une fois, on continuait d'invisibiliser en partie la femme au travers de sa romance avec son mari. Et bref, tout ça pour vous dire effectivement que Marie Curie n'a pas ouvert grand la porte en fait à des figures de femmes savantes, mais en tout cas pour autant il y a des figures hybrides dans le corpus du roman populaire où on a des femmes aventurières qui ont des capacités de savants mais simplement n'en ont pas le grade, j'ai envie de dire en quelque sorte. Ouais, c'est une question c'est pas facile de répondre à cette question parce que c'est vrai qu'il y a aussi un effet d'effacement des traces de la présence des femmes dans le corpus de la science-fiction. Et donc il faut réussir mais c'est aussi tout le travail que fait le féminisme, de justement revenir dans les archives, réécrire l'histoire de la science-fiction pour montrer qu'en fait, il y avait des autrices et il y avait des héroïnes, mais que nos sociétés ont un peu effacé, oublié, etc. Alors, moi, si je prends des œuvres classiques dans mon corpus, qui sont écrites par des hommes et qui vont mettre en scène la science. Alors je pense par exemple à Mission Gravité de Hal Clément, qui est très très reconnu. Donc ça date de 1954-55. C'est considéré comme l'un des plus grands récits de hard science fiction, de science-fiction dure, quoi, on va dire. Qui se veut très crédible scientifiquement. Il décrit toute une planète avec une précision mathématique. Eh bien, dans ce récit, il n'y a pas de femmes, par exemple. Tous les personnages sont des scientifiques. Il y a des personnages extraterrestres qui viennent de cette planète, mais il n'y a aucun personnage féminin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a existé, qui a quand même perduré.
mais qui a commencé à changer à partir des années 80-90. Et c'est vrai qu'il y a quand même tout un tas d'auteurs et d'autrices qui ont pris en compte les évolutions sociales, sociétales, et qui ont pris en compte le féminisme notamment dans leur représentation de la science. Alors je pense par exemple à des écrivains comme Gregory Benford ou Kim Stanley Robinson qui vont essayer de représenter toujours la science de manière... Alors c'est pas du tout des savants fous, c'est vraiment de la science de tous les jours, avec des équipes de recherche, des collectifs et des personnages féminins qui sont scientifiques et qui font partie des héros, parfois les personnages principaux, parfois non. Donc ça c'est quelque chose qui se complexifie quand même avec le temps, heureusement. Merci beaucoup. Et j'aimerais poursuivre avec vous, Julien, en vous demandant, puisque vous êtes spécialiste du savant héros, la figure héroïque du savant, mais est-ce que vous pourriez nous parler du savant anti-héroïque, justement ? On en a déjà un peu parlé avec les super vilains. Même dans James Bond, il y a plein de super vilains qui sont des savants fous, quoi. Ouais, est-ce que le super, l'anti-héros, c'est forcément le super vilain ? Est-ce que... Non, pas du tout. Non, mais j'avoue, j'ai pas d'exemple qui me viennent. Je sais pas si t'as des exemples, toi. Sur ton corpus ? Non, sur des anti-héros, des savants anti-héros. Les savants anti-héros, je pense qu'on en a nommé beaucoup. Enfin, c'est le trope caricatural évidemment du savant fou, mais... Ouais. C'est pas une question facile. Ouais. Mais peut-être que si on avance dans le temps, c'est aussi intéressant de voir les métamorphoses en fait de ce trope du savant fou en blouse blanche avec les cheveux en bataille qui dit à son compère tire le levier ou je ne sais quoi. Enfin, moi je pensais en discutant avec vous tout à l'heure, si vous avez déjà vu Phineas et Ferb, le fameux Doofenshmirtz, qui est le savant incompris à qui on n'a jamais fêté son anniversaire. Il aime, je ne sais pas si tu vois Doofenshmirtz, c'est assez formidable. C'est un savant qui dans chaque épisode invente une invention très ridicule qui finit en Inator, donc ça peut être l'esclavinator, le transformateur en fromaginator, etc. Il veut combattre l'espion péril ornithorynque et toutes ces inventions sont nulles. Mais on se rend compte en fin de compte que lui, c'est pas un super vilain précisément. C'est pas le vilain qui habite en haut de sa tour, bien qu'il habite en haut d'une tour, mais il tourne au ridicule en fait ce présupposé parce qu'il est en fin de compte un savant raté et donc une figure mélancolique de savant. Et je pense que c'est aussi en fait ces espèces de chemins de traverse qui explorent aujourd'hui la création ultra contemporaine. Quand on pense à un film comme Megamind, effectivement, c'est un super vilain, c'est un super scientifique, mais en fin de compte, lui aussi, il est incompris. En fin de compte, le vrai méchant, c'est le super héros. Je crois que ça, en plus, la voix off est faite le doublage est fait par Brad Pitt. Enfin, on voit qu'effectivement, parfois, ces savants fous permettent d'interroger tout simplement nos propres stéréotypes qui veulent que forcément un savant en blouse blanche, ça va être Yzma dans Cusco, ça va être forcément une figure de la folie. Donc, en fin de compte, il y a d'autres modèles qui sont inventés. Et en préparant aussi cette intervention, je pensais aussi à cette figure positive du petit génie, en fait, qui irrigue depuis les années 2000 nos imaginaires plutôt à destination de la jeunesse. Si vous avez vu, par exemple, le laboratoire de Dexter. Alors bien sûr qu'on a Mandark, qui est son alter ego, qui a toujours son rire démoniaque, et lui c'est un archétype du savant fou, mais notre petit Dexter c'est un petit génie qui fait invention après invention, qui a des super notes à l'école et qui a sa sœur qui détruit tout par accident. On a aussi des héros comme Jimmy Neutron. Enfin, on a tout un tas de figures comme ça qui peuplent en tout cas nos imaginaires plutôt jeunesse, où le savant fou devient, quand il est plus enfantin, un petit génie qui essaye avec des inventions du quotidien, parfois de réformer les adultes, de questionner les limites qu'on lui pose. Et donc en fin de compte, on voit bien que ce savant fou, c'est assez intéressant de voir qu'à travers l'histoire, il n'est pas figé dans ce trope du Victor Frankenstein, il peut effectivement évoluer et puis à la faveur de transformations, qu'elles soient identitaires, qu'elles soient générationnelles, il propose d'autres lectures en fait du rapport à la science et surtout, je pense, dans ces figures comme Doofenshmirtz, comme Dexter, il y a aussi cette jubilation de la science, en fait. Et en fin de compte, ce que ne nous racontent pas toujours ces figures de savants fous, c'est ce rapport amoureux à la science que ces petits génies, justement, arrivent à... Quand Doofenshmirtz, il crée ses Inators, c'est très rigolo, en fait. Oui, et pour rebondir sur cette question de la jubilation et de l'amour de la science, dans la science-fiction américaine... Dès les origines, au début du XXe siècle, il y a vraiment cet amour se transforme aussi en une forme de pratique, en fait. Pour eux, la science-fiction, c'est une manière de pratiquer cet amour de la science.
à travers l'imitation, en fait. On imite le rôle du scientifique et on se présente soi-même comme étant scientifique. Alors l'un des tout premiers grands récits de space opéra américain, La Curée de l'espace, qui date de 1928, a été écrite par Edward E. Doc Smith. Et donc le doc, c'est pour dire qu'il a un doctorat. Donc c'était un doctorat en chimie. Mais donc le fait que l'écrivain se présente comme étant donc quelqu'un de diplômé, quelqu'un qui est lui-même un scientifique, ça ajoute de la crédibilité au récit. Et donc c'était publié dans le magazine Pulp Amazing Stories à l'époque. Et donc dans ces magazines, vous savez, il y avait un courrier des lecteurs, et donc les lecteurs envoyaient leurs lettres et elles étaient publiées dans la revue, et ils disaient j'ai trouvé votre récit formidable, par contre il y a des erreurs. Et donc il y a ce rapport d'évaluation par les pairs, en fait, qu'aimaient jouer les lecteurs de ces récits de science-fiction. Donc il y a tout au-delà de la question de la représentation de la science, il y a aussi la question de en fait la science-fiction, c'est une manière d'imiter la science et de prolonger le plaisir de l'activité scientifique. C'est l'activité scientifique transformée en jeu, en fait. On joue à faire de la science. Et Fleur, est-ce que le cliché du savant qui est détruit par sa créature se vérifie-t-il toujours ? Toujours aujourd'hui ? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui. Je pense en partie que non. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer justement en mobilisant d'autres figures comme Doofenshmirtz, comme Megamind, comme le laboratoire de Dexter. En tout cas, pour ce qui est de mon corpus du XXe siècle, majoritairement. Ou alors il est exilé. Enfin, il y a toujours une forme de destruction sociale et symbolique, quoi qu'il arrive, de ce savant, parce qu'encore une fois, on pense qu'il a abusé de son savoir et qu'il a agi en tant qu'individu et non pas en tant que possesseur d'une science. Et donc il y a toujours cette punition qui doit lui être infligée. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, je suis pas absolument certaine. C'est toujours très compliqué, des questions généralisantes où on cherche à tirer un bilan de figures contemporaines. Ça dépend les œuvres qu'on regarde. Enfin, si on va voir du côté d'un Wayward Pines de Blake Crouch, oui, effectivement, cette figure de sauveur savant qui voulait refonder l'humanité en le mettant 2000 ans plus tard, et il était persuadé que tout allait bien. Et justement, je pense que lui, pourquoi il est puni, c'est parce qu'effectivement, il a voulu porter trop de casquettes à la fois. Il a outrepassé sa fonction de savant et il a essayé de refonder une société, de la régimenter, d'outrepasser, en fait, tout simplement différents canaux qui auraient pu réguler. Et c'est pour ça que ces savants-là, ils sont arrêtés dans leur course. Parce qu'en fin de compte, ils ne sont plus simplement, je ne sais pas, anthropologues, astrophysiciens, chirurgiens, etc. Ils prennent... Enfin, leur orgueil, en fait, les dépasse tellement qu'ils vont commencer à servir, à exploiter, etc. Mais c'est difficile de répondre de manière immuable, en fait, à une question comme ça. Dans l'ultra contemporain, effectivement, il y a cette tendance, oui, encore, où le savant est puni parce qu'il a mal agi, et puis d'autres où on essaye de comprendre pourquoi ce savant il est comme il est. Est-ce que c'est une blessure affective ? Est-ce qu'il y a eu des carences d'amour quand il était petit ? Enfin, y a le dernier film d'animation de la famille Addams, on avait ça, où on comprenait en fait que le savant fou qui fait croire à Mercredi Addams qu'elle est sa propre fille, etc. Tout simplement, c'est parce que il n'a pas réussi à avoir sa propre famille. Enfin voilà, je pense peut-être la nuance qu'on pourrait faire, c'est que maintenant dans certains films, mais encore une fois, ça dépend si c'est pour les enfants, pour les adultes, on a aussi l'aspect intime du savant qui est exploré. On essaye de comprendre pourquoi il en est là, on essaye de comprendre pourquoi est-ce que, je sais pas, un duo de savants va essayer de reproduire un enfant qu'ils n'ont jamais réussi à avoir. Enfin, on essaye de pénétrer, en fait, non pas leur grand schème, mais plutôt leur vie individuelle. Plus de psychologie. Et ça, c'est une évolution récente, tu dis ? En tout cas, c'est quelque chose que je constate dans les films de science-fiction et les films d'horreur. Il y a un intérêt, en tout cas, mais je dirais pas que c'est une métamorphose, c'est simplement que maintenant, on s'intéresse aussi aux motivations et à la vie intime du savant, et pas seulement à sa démesure. Il dépasse un peu le trope. Enfin, le savant, maintenant, il a une profondeur, il a une individualité. Enfin, je pense à ce très beau film The Fountain d'Aronofsky avec Hugh Jackman qui est un savant et qui cherche un remède, effectivement, au cancer dont meurt sa femme. Et bon, c'est très métaphysique. Il va traverser des plans et des dimensions différentes pour la sauver. On voit qu'il y a un intérêt aussi pour comprendre que ces savants en blouse blanche, ils ont des motivations, ils ont une intériorité. C'est pas juste une trajectoire qui part de ma spécialité, qui me fait devenir fou, je fais ma grande œuvre, je suis détruit. Ça peut être plus complexe que cela, en fait, il me semble. Mais du coup, je réagis. Effectivement, c'est intéressant. Et je pense que c'est aussi une évolution qu'on peut constater dans la littérature. Mais en revanche,
Est-ce qu'il y a du collectif, en fait ? C'est curieux que la dimension collective de la science, on la représente très très peu au cinéma de science-fiction, quoi. On la représente un peu plus, il me semble, dans les films qui vont toucher au film d'espace, en fait. Où on a beaucoup plus ce trope de l'équipe, où on va avoir souvent le psychologue, le spécialiste de linguistique qui vient là pour essayer de décrypter les langues extraterrestres, etc. Et souvent, ce format du huis clos met à l'épreuve l'équipe de chercheurs. Enfin, il y a évidemment le prototype d'Alien de Ridley Scott, mais on a tout un tas de films comme ça, que ce soit effectivement Solarist, Sunshine, etc. On a tout un tas de films où c'est le vaisseau spatial rejoue le laboratoire, où en fait on se bat pas pour des financements, on se bat tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire, parce qu'il y a un alien qui arrive, il y a une force perturbatrice. Mais effectivement, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, parce que là, on parle beaucoup du savant, et en fin de compte, on voit qu'on tient à distance une figure qui est celle du chercheur au sein d'un collectif de recherche, au sein d'une équipe de travail, mais parce qu'en fin de compte, on part toujours de l'idée que ce savant, s'il est fou, on a beaucoup parlé des savants fous, en fin de compte, et très peu des savants héros, mais en fin de compte, s'il est fou, c'est parce qu'il s'est détaché de cette logique collective et c'est là le paradoxe, il sert ses propres envies, ses propres desseins, alors qu'en fin de compte, eh bien, on voit bien que souvent, il tient un discours de réformation de l'humanité. C'est ça qui est très paradoxal. Souvent, il dit « je fais ça pour le bien commun, pour le vivre ensemble, pour sauver la civilisation ». Enfin, je vous parlais de Wayward Pines, c'est un très bon exemple de cela. Et en fin de compte, à chaque fois, il se détache de l'aspect collectif de la recherche. Vous voulez réagir, Julien ? Non, mais du coup, on en vient un petit peu à quelles sont les représentations, les imaginaires, les perceptions, enfin, à donner aux chercheurs. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin, même le mot savant n'est plus tellement usité. Et donc, dans l'introduction, donc, je parlais de chercheurs et de chercheuses. Quels sont les imaginaires, enfin, ce collectif à montrer. Donc, vous disiez qu'il apparaissait peu, donc plutôt dans les films liés aux aventures spatiales. Et donc, dans le monde des sciences de la biologie, des sciences du vivant, on le voit moins apparaître. Enfin, je voulais vous entendre sur les représentations, en fait, des chercheurs et des chercheuses aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de réalisme, plus de montrer la complexité de l'activité scientifique, du fait qu'il y a aussi des structures derrière les chercheurs, et que c'est pas un travail solitaire, quoi. Enfin, c'est pas que un travail solitaire, c'est un travail qui peut être solitaire, mais qui dépend de plein de choses collectives, en fait. Et oui, je pense qu'il y a plein d'œuvres littéraires de science-fiction qui vont montrer cette complexité, qui vont montrer la complexité des intrications aussi entre l'économie et la science, entre le politique et la science, parfois de manière critique, mais parfois plutôt de manière réaliste, en fait. Mais ça, c'est une évolution quand même assez récente, et c'est pas non plus un courant général, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans des sociétés individualistes et on veut toujours avoir une grande figure à supporter, à représenter, quoi, qui va subsumer un peu ce que tu disais, plutôt quelque chose, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un constat un peu plus mitigé, un peu plus complexe qu'il faudrait dresser aujourd'hui, ouais. Oui, absolument. Et je pense qu'il y a aussi cette figure du savant renégat, ou alors on ne le qualifierait même pas de savant, du coup chercheur renégat, peu importe, mais un chercheur un peu désabusé, qui fait encore partie d'une institution, mais qui est un peu laissé de côté, qui est un peu à la traîne sur ses travaux, et qu'on vient chercher, ça devient l'élu, et c'est grâce à lui qu'on va arriver à déceler une énigme. Enfin, évidemment, on a Arrival avec Denis Villeneuve, adapté de Ted Chiang. On va avoir ça aussi chez Andy Weir, avec ce savant qui n'est pas du tout spécialiste des formes de vie extraterrestres. Il était persuadé qu'il y avait de l'eau non pas sur le soleil, mais je ne sais plus quelle est sa théorie, mais tout le monde lui dit mais t'es complètement à côté de la plaque, et en fin de compte on lui dit non, peut-être que vous avez raison, donc c'est vous qui allez travailler sur ça. Il dit mais c'est pas possible, enfin je peux pas, c'est pas du tout ma spécialité ce que vous me demandez. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi ce trope là qui se développe j'appelle ça le renégat un peu grossièrement, mais voilà, oui c'est ça, ce savant dont on se moquait un peu, mais qui en fin de compte a raison, et donc il y a cette revanche, ce savant revanchard, mais il est pas mégalomaniaque, il veut pas détruire le monde, simplement ça y est, il a enfin le spot qui est mis sur lui, et puis il arrive à prouver que ces théories qui étaient un peu raillées, en fin de compte, elles peuvent avoir une utilité, elles ont une forme de justesse. Mais encore une fois, c'est difficile de faire une généralité quand il y a un tel foisonnement de la littérature, y compris parce que là, on parle beaucoup de littérature occidentale, mais il y aurait sans doute beaucoup à dire aussi
sur des littératures qui sont non européano-centrées. Est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire justement ou pas? Moi non, pour le coup, je ne suis pas la bonne personne à interroger. Non, moi non plus pour le coup. C'est plus une invitation pour le public. Voilà, sachez qu'on a mis notre lorgnette effectivement sur des corpus qui nous appartiennent et qui sont effectivement forcément restreints en fait, quoi qu'il arrive. Moi, j'avais juste envie de terminer, peut-être après il faut donner la parole à la salle. Tout à l'heure, vous parliez d'une expérience, donc parce que c'est bon, on a pas beaucoup parlé de savants, de savantes, de cette expérience sur une société idéale. Une série. Est-ce que vous pourriez Ah oui. Alors voilà, est-ce que je la spoil? Voilà, toute la question est là. C'est une série que je vous recommande beaucoup qui s'appelle Wild Girls, donc les filles sauvages. Vous pouvez la voir sur Prime et c'est intéressant parce que ça pose la question de l'éthique et puis vraiment une expérience à échelle démesurée, c'est pas du tout une expérience militaire, ça va bien au-delà, c'est en fait une sociologue qui veut absolument prouver que la société idéale, c'est une société matrilinéaire, et donc avec ses propres deniers, sans financement par l'ANR, elle va affréter 2 avions. Sur un avion, elle va mettre 6, 8, je ne sais plus combien ils sont, des jeunes filles, sur un autre, des jeunes hommes. Elle fait se crasher les 2 avions sur des îles désertes différentes, et elle va essayer de prouver ainsi que la société des jeunes filles va se reconstruire beaucoup plus rapidement, et surtout qu'elle sera démocratique. Donc cette série, je vous la conseille vraiment. Il y a tout le côté série coming of age où il y a l'exploration de la sexualité, la remise en question de qui on est à cet âge-là, mais il y a aussi tout ce discours très intéressant sur en fait cette sociologue qui en a marre en fait que ses compères, que tout simplement ses collègues ne prennent pas au sérieux ses travaux, et donc elle se dit j'y vais, je mène en fait ma théorie, mon hypothèse jusqu'au bout, et je prouve par A plus B que la société idéale est la société féminine. Donc je vous invite vraiment à voir cette série, elle est très chouette. Mais c'est terrible, elle n'a pas lu de l'anthropologie alors? Parce qu'il y a la réponse déjà, non? Alors peut-être qu'on va donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Cette conférence, c'était vraiment très intéressant. Je voulais revenir sur ce que vous abordiez à la fin, justement l'aspect du collectif ou de la représentation du savant isolé. Dans la science-fiction qui est critique de la science ou de ses applications, on voit beaucoup moins justement 2 figures du scientifique. La science est beaucoup moins incarnée. Et quand le savant dérive complètement et qu'il devient marginal et qu'il perd la tête dans son hubris, c'est justement pour dire ce n'est pas le fonctionnement normal de la science, lui il est à côté, et au contraire c'est une glorification de la science et d'un autre scientifique, pourquoi pas, qui vient résoudre la situation. Comment vous comprenez le fait que dans une science-fiction plus critique, on va pas du tout montrer du coup la science en train de se faire, ou les gens qui la font, et dire c'est le capitalisme qui l'a dévoyé, ou c'est un État qui a utilisé une techno pour surveiller ses citoyens, mais on l'incarne plus du tout, alors même que du coup ce serait là qu'elle serait collective et qu'elle ressemblerait le plus à la science telle qu'elle existe dans notre monde. Merci, c'est une question très intéressante. Je n'ai pas de réponse à apporter qui soit définitive. Je pense que qu'il y a quand même des critiques de la science en tant que telle dans la science-fiction. Je pense que il y a beaucoup de critiques du scientisme aussi qui peuvent être très incarnées. Et je pense d'ailleurs que ces quelques figures de savants fous qu'on avait évoquées au début sont quand même des formes d'incarnation d'une certaine hubris scientifique, etc. Mais du coup, la question, c'était quoi déjà? C'était sur... Le collectif... si vous pouvez, des critiques de la science qui reposent sur... Une science désincarnée. Pardon, c'était peut-être pas très clair. Pourquoi il y a de la SF effectivement très critique de la science, mais qui en fait moins des personnages, qui la met moins en scène directement, qui montre plutôt les applications et les dérives, mais pas les chercheurs en tout cas. Et je trouvais ça étonnant, de fait qu'on ne montre pas les personnages qui font la science, les acteurs de la science, quand il y a de la littérature effectivement critique du scientisme et critique de ses applications. C'est peut-être parce que c'est plus compliqué si on cherche à être réaliste, tout simplement.
Et puis il y a aussi dans certains de ces romans, il me semble, une récupération gouvernementale ou politique en fait de l'objet de la recherche, et donc dès lors elle n'appartient plus aux chercheurs. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on constate en fin de compte dans les romans populaires du XXe siècle. Hein. On a par exemple un roman qui s'appelle La machine à fabriquer des rêves de Clément Vautel, dans lequel le pauvre Lesna, le gouvernement français lui promet des 1000 et des cents pour lui acheter sa machine à rêve. Il se dit super, ça va permettre de guérir des dépressions, on va jouer des rêves heureux la nuit, etc. Et en fait le gouvernement français l'achète pour faire passer la nuit dans des dortoirs géants des rêves à la gloire du président en place. Donc on se rend compte que très vite sa figure à Lesna, elle est complètement expulsée du roman parce qu'on veut montrer comment justement sa découverte, elle l'est arrachée en fait pour être manipulée par un consortium, peu importe que ce soit un gouvernement, un consortium, un complot, peu importe, mais effectivement ça devient effectivement l'objet du désir d'une idéologie en fin de compte et plus d'un collectif en fin de compte. Je vais rebondir un peu. Mais c'était une très intéressante remarque. Hein. Merci beaucoup. Je vais rebondir un peu là-dessus. De nos jours, il y a un nouveau terme qui est apparu, qui est les sachants et plus les savants. Et quelle est votre lecture de cette dérive sémantique, et est-ce que c'est un peu considéré ou compris, en tout cas pendant le Covid, on a eu un peu cette impression, comme il y a ceux qui savent mais qui se trompent, et il y en a quelques-uns dans le sud de la France qui savent mieux contre un avis global. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que cette expression, en tout cas des sachants, elle est plutôt péjorative. Enfin voilà, donc effectivement, c'est faire un distinguo entre des détenteurs d'un savoir parfois auto-prophétique. Enfin, j'ai l'impression que cette expression, elle est... Justement, on disait qu'aujourd'hui, on dit plus chercheur, on dit plus savant pour les gens qui travaillent dans la recherche, mais on dit sachant. Donc, qui emploie cette expression? C'est aussi ça. Qui la manipule, en fin de compte? Les médias, cher ami. Ah oui. Oui, c'est une question très complexe. Je pense que... je réfléchis. Je pense que c'est une question qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus générale sur le rapport public à la science. Et à la vérité. Et à la vérité, oui, tout à fait. Ouais. Et qui est effectivement un enjeu très important aujourd'hui et très complexe. Et j'ai pas vraiment réfléchi à la question de ce changement terminologique de sachant, dans quel contexte il est utilisé pour dire quoi exactement. C'est vrai qu'on se disait tout à l'heure qu'on n'utilise plus trop le mot de savant, mais il y a quand même tout un tas de termes qui sont utilisés, intellectuels publics, qui sont quand même encore utilisés aujourd'hui et qui veulent dire des choses assez différentes en réalité, quoi. Donc je ne sais pas dans quelle mesure la science-fiction permet de saisir ce genre de phénomènes sociétaux plus larges. Je pense, je ne sais pas, c'est une hypothèse, que la science-fiction elle serait plutôt aussi un symptôme, quoi, une sorte de conséquence à travers laquelle on pourrait peut-être observer ce genre de phénomène. Parce qu'elle est aussi traversée par tous les phénomènes sociaux, quoi, la science-fiction, quoi. Donc il faut aussi la comprendre à travers ce qui se passe dans notre société, quoi. Mais je pense pas que ce soit nécessairement la science-fiction qui va définir le rôle, enfin qui va impacter nécessairement, je sais pas ce que t'en penses toi, la figure qu'on peut avoir des scientifiques publiquement. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une grosse question là. Bonjour, merci pour cette discussion. Si j'ai bien compris, donc la figure historique du savant héros et savant fou s'inspire de quelques personnages fantasques. Mon expérience du monde académique est peuplée de personnages assez peu romanesques. Et je voudrais savoir si vous pourriez spéculer sur quel genre de figure scientifique la période actuelle pourrait inspirer dans le futur. Waouh, bonne question. On a déjà eu une proposition dans le sud-est de la France, peut-être ? Il y a des figures très médiatiques, en tout cas, de scientifiques. Mais est-ce qu'ils vont rester et inspirer les romans et la science-fiction ? Je ne sais pas.
Moi, j'espère en tout cas que les scientifiques continuent d'inspirer la science-fiction. Non, je pense que, oui, comme je disais tout à l'heure, je pense que moi, ce qui m'intéresse quand je lis ce genre de récit de science-fiction, c'est justement de voir la science en train de se faire. Donc, tout ce que j'aimerais voir, c'est plutôt des choses qui se veulent assez réalistes. Moi, ce que j'attends de la science-fiction, c'est pas forcément d'être une représentation négative ou positive de la science, mais simplement une représentation qui soit complexe. Donc, si je dois espérer quelque chose des représentations de la science dans la science-fiction, ce serait ça, plus de ce genre de choses. Maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant si on parlait aussi des conditions économiques qu'on subit dans les milieux académiques et universitaires, par exemple. En vous écoutant, moi je pense à une figure, en tout cas, qui innerve, qui est justement pas une figure de savant, mais il y a le côté effectivement mégalomane, c'est Elon Musk, en fait, qui nécessairement innerve des reçus. Non, mais justement, mais il en vient à remplacer, en fait, dans certains imaginaires, la figure du savant. Parce que lui, il a la démesure des moyens et la démesure des projets. Et d'ailleurs, il dit s'inspirer explicitement de récits de science-fiction. Ce qui est assez curieux. Mais ce qui veut dire que la science-fiction peut inspirer aussi le pire. Hein. Et ce qui serait aussi intéressant à interroger, ce qu'on n'a pas fait, c'est aussi se poser la question de la manière dont la science-fiction arrive à exhumer des figures de savants, de scientifiques qui, en leur temps, ont pu être par moments invisibilisés. Je pense notamment à Nikola Tesla. Ça fait quelques années qu'il y a vraiment un renouveau d'intérêt autour de ses travaux qui ne sont pas du tout réductibles uniquement à son rayon de la mort. Et c'est notamment dans l'univers des comics avec les crossovers. Il y a eu vraiment un effet d'appel où Nikola Tesla est devenu le parangon aussi d'une science incomprise, d'une science un peu parfois dossier classé à la X-Files. Mais on voit aussi que la science-fiction a ce pouvoir d'effet loupe en fait sur des figures de scientifiques qu'on a pu en leur temps en tout cas laisser de côté. Oui, alors je crois que Madame Isnard y a pensé en même temps que moi, ou même avant moi. Votre connaissance du savant héros et du savant fou, comment vous avez réagi devant l'émergence de Didier Raoult et l'hydroxychloroquine? Est-ce que vous avez décodé très vite le processus? Comment vous avez réagi? Parce que moi, ça m'a vraiment interpellée. Alors, je peux répondre par une expérience personnelle parce que cette année-là, l'année de l'apparition du Covid, moi j'enseignais un cours de sociologie des sciences à des étudiants et quand le Covid est apparu, du coup, je leur ai dit, balayons le programme et travaillons ensemble sur ce qui est en train de se passer, essayons de décrypter parce que l'actualité était rythmée par la publication d'articles scientifiques en réalité. Et donc est arrivé Raoult, donc Didier Raoult. Honnêtement, moi je suis sociologue des sciences, donc je suis pas un expert dans sa discipline, donc je suis pas quelqu'un qui produit des connaissances dans sa discipline et qui n'est pas forcément capable d'évaluer son travail. Cela dit, je suis capable de comprendre un peu les dynamiques qu'il y a au sein d'une discipline et de voir comment son travail est reçu et comment il était quand même assez problématisé à la base. Donc c'est plutôt mon expérience de sociologue des sciences ici qui va m'être utile pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais encore une fois, en tant que sociologue des sciences, j'étais un peu dans le flou comme tout le monde en réalité. Et donc j'essayais de suivre l'actualité politique, médiatique par rapport à la pandémie et aussi l'activité scientifique. Et j'essayais de décrypter ça avec mes outils de sociologue. Je pense pas que des outils là de science-fiction
m'aurait été spécialement utile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ma réponse va être assez proche. Alors moi, au moment de la pandémie, je travaillais à l'Assemblée nationale. J'étais conseillère en sciences humaines et sociales auprès de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un nom à rallonge. Mais c'est pas du tout ce scope-là qui m'avait permis un peu de m'interroger sur cette figure. C'est plutôt des travaux anciens que j'avais fait, alors pas dans le champ de la science-fiction, mais que j'avais fait dans le champ de l'art contemporain autour de la notion de mythologie personnelle. Et en fait, la capacité de certains artistes et créateurs à s'auto-édifier, à s'auto-créer à travers un récit de soi, de storytelling. Et je pense qu'il y a une image qui me revient en tête, c'est vraiment quand Didier Raoult, il pose devant son propre portrait démesuré dans son bureau. Et je me souviens que ça, voilà, j'avais beau ne pas être virologiste, ne pas forcément comprendre l'enjeu de l'hydro, j'arriverai même pas à le dire, l'hydro. Voilà, tu le dis mieux que moi. Mais voilà, c'est cette figure de l'auto-storytelling, de la glorification de soi. Je l'avais effectivement repéré assez vite. Mais vraiment, voilà, autour de la question de mythologie personnelle, d'auto-fondation, ça m'avait... Et puis évidemment, tout le discours politique qui l'a accompagné dès le départ, en fait. Son discours était immédiatement politique, en réalité. Donc voilà. Donc ça fait partie des controverses... des méthodes qu'on peut utiliser en sociologie d'analyse des controverses pour voir quel genre de figures émergent, comment elles se présentent et comment on peut chercher à les déconstruire justement. Et c'est une vraie question, juste pour terminer cette parenthèse sur Didier Raoult. Est-ce que, en tout cas dans la production française, va y avoir peut-être une mobilisation de son image, de son personnage dans des fictions à venir? Ce qui est intéressant à l'inverse, quand on regarde ce qui se fait par exemple dans le champ de l'horreur aux États-Unis, on n'a pas de grande figure de parangon concernant la pandémie de Covid, mais elle apparaît constamment dans les récits d'horreur. Là, vous avez peut-être vu, il y a la nouvelle anthologie de Stephen King qui vient de sortir il y a 2 jours. À chaque page, il nous parle de pandémie, mais c'est davantage en fait le virus et la pandémie qui prend le dessus en fait dans les imaginaires et pas tellement des figures. Donc on a fort à parier peut-être que Didier Raoult saura invisibiliser des mémoires en tout cas littéraires, pour que ce soit au contraire le virus en tant quantité multiplicatrice et qui va. C'est lui le vrai personnage en fait. C'est le SARS-CoV-2 et c'est pas Didier Raoult, bien heureusement. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un savant fou? Alors déjà, il faudrait déterminer, est-ce que c'est un savant? Il a la blouse blanche. Oui, merci beaucoup. C'était génial de vous entendre. Ma question porte sur les figures des scientifiques tels qu'ils apparaissent dans des œuvres qui sont produites depuis des régimes totalitaires. Quel est le rapport? Est-ce qu'on voit, est-ce que cette figure bouge ou pas? C'est une très bonne question. Vous avez des exemples en particulier? Ouais, notre mantra, le problème à 3 corps de Liu Cixin. J'ai pas lu le roman, donc je peux pas dire. Mais j'ai vu la série. Ça fonctionne pour comprendre, je pense, le rapport aux scientifiques et à la science. Après, je sais pas si... Voilà, c'est une question ouverte. Peut-être que vous n'avez pas de réponse et ce serait pas grave. Ouais, mais non, c'est une très bonne question. Il y a des chercheurs, effectivement, donc ce n'est pas notre cas, mais qui travaillent spécifiquement sur la science-fiction chinoise et qui, je pense, du coup, auront des éléments de réponse sur l'intrication entre totalitarisme, police de la pensée et savants, justement, grands bénéfacteurs et puis figures positives, en fin de compte. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, je peux absolument pas répondre, mais d'autres chercheurs travaillent, en tout cas, sur ces quesons. Oui, je pense d'ailleurs au traducteur du français du problème à 3 corps, Gwenaël Gaffric, qui d'ailleurs a publié un article dans la revue d'anthropologie Terrain où il parle des différentes formes de science-fiction chinoise et où il explique d'ailleurs que le rapport à la politique est évidemment très complexe, mais qu'il y a quand même qu'il peut y avoir une forme de connivence, une science-fiction qui sert le parti, on va dire, et que c'est pas toujours critique, quoi. C'était un peu ça l'idée essentielle que j'avais retenue de son travail sur la question, ce qui est assez intéressant. Mais je pense que même dans nos démocraties, entre guillemets, il y a une science-fiction qui sert le pouvoir et une science-fiction qui est critique, quoi. Il faut juste voir dans quelle mesure l'une et l'autre peuvent s'exprimer. Quel est le ratio, entre guillemets, quoi. Parce que je me demandais, à travers les figures que vous avez balayées, qu'est-ce qu'on essaye de sauver de la science
derrière. En fait, c'est un peu ça. Vous avez très très bien parlé de ces héros, anti-héros, fous, pas fous. Et je me disais, derrière, qu'est-ce que, en tant que collectif, que société, qu'est-ce qu'on essaye de faire passer comme message, de sauver, de critiquer. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la science, quoi. En gros, c'était aussi un peu ça. Je pense que la première réponse, et la réponse peut-être la plus directe, serait de dire que ça montre en fait l'importance du rôle de la science dans nos sociétés. En fait, je pense que c'est un peu l'aspect le plus saillant. Si ces gens écrivent de la science-fiction, c'est, comme tu disais, il y a une jubilation, une fascination pour la science, mais il y a aussi l'idée que nos sociétés sont quand même radicalement transformées par la science et la technologie, et on a envie de comprendre comment elles le transforment, quoi, tout simplement. C'est aussi, il y a aussi tout le discours qui consiste à présenter la science-fiction comme une littérature du changement. Et le changement, il est opéré par la science et la technologie. Donc vers quoi on se dirige, vers quoi la science se dirige, c'est essayer de comprendre vers quoi, en tant que société, on se dirige aussi, quoi. Donc je pense que c'est ça, pour moi, je dirais, le truc le plus important. Je sais pas ce que... Oui, et puis le savant, en tout cas, dans les romans et les romans feuilletons du XXe siècle, c'est vraiment une figure repoussoire, le savant fou en tout cas, mais qui permet justement un raisonnement par l'absurde, de montrer ce qu'on ne veut pas de la science, mais à l'inverse, la science peut nous apporter d'autres choses. Parce que très souvent dans ces romans, on va avoir des ingénieurs, des aventuriers qui auront une autre utilisation de la science, qui vont montrer que la science, tout n'est pas à jeter, bien heureusement, qu'il y a effectivement des applications démesurées, insupportables de la science, mais que la science nous sauve à d'autres moments du roman. Donc le savant fou, c'est plutôt une figure presque cathartique, en fait, je dirais, qui rejoue des grands questionnements sur à quoi nous sert la science, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est l'altérité, enfin des grandes questions qui brassent tous ces romans. Et à l'inverse, il y a d'autres figures qui ont d'autres rapports à la science et qui permettent de ne pas condamner la science. Enfin, c'est une question qu'on aime beaucoup poser à la science-fiction. Est-ce qu'elle est technophile, est-ce qu'elle est technophobe? C'est toujours beaucoup plus complexe que cela. Et je pense qu'effectivement que notre savant fou, il permet de mettre à distance justement ce dispositif et puis d'interroger ce qu'est véritablement la science. Parce que ce qu'on constate, en tout cas dans ces romans du XXe siècle, c'est qu'il y a une véritable appétence pour la science. Il faut vraiment se replacer dans une époque où, depuis 1850, la vulgarisation scientifique, elle est partout. Elle est dans toutes les revues, elle est à tous les coins de rue. Donc ça fait vraiment partie des sujets qui passionnent, en fait, le public français de cette époque. Écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci.